La première table ronde va être consacrée aux enjeux et finalités de la philosophie avec les enfants aujourd'hui. Quel rapport la philosophie entretient-elle à l'enfance et quels sont ceux que l'enfance entretient avec la philosophie? Notre siècle n'a pas découvert la question de la philosophie pour les enfants. L'éducabilité philosophique des enfants taraude l'histoire de la philosophie. Il y a d'un côté les tenants de l'exercice spontané du jugement, pour lesquels philosopher, c'est se mettre devant une question comme la première fois. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui mettent en avant l'exigence de maturité de l'entendement, pour lesquels il ne saurait y avoir d'enfants philosophes, puisque philosopher, c'est sortir de l'enfance. La philosophie demeure une voie de l'émancipation, à la fois comme pratique individuelle de l'esprit critique et comme pratique collective. Apprendre à penser par soi-même, à douter, à choisir, c'est apprendre la liberté. Apprendre le débat et être éduqué à une citoyenneté démocratique, c'est, pour citer Michel Tozzi, faire l'expérience du désaccord cognitif dans la coexistence pacifique. La table ronde de ce matin va nous inviter à réfléchir à ce défi qu'est la rencontre entre l'enfance, la philosophie et la démocratie, à faire le point sur l'actualité de la philosophie pour les enfants aujourd'hui et sur ses finalités et ses visées émancipatrices. Je vais donc maintenant présenter nos intervenants. Donc Alain Patrick Olivier, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Nantes et au Centre de recherche en éducation de Nantes. Vous enseignez l'histoire de la philosophie et la philosophie de l'éducation. Vos recherches portent sur l'émancipation et la reconnaissance, la théorie critique, l'esthétique et la philosophie de l'art et l'idéalisme allemand. Parmi vos publications, nous pouvons citer plusieurs articles, parmi lesquels La théorie de l'éducation et philosophie politique selon Axel Honneth, paru en 2014, Les concepts d'émancipation, aliénation, reconnaissance, paru en 2015, ou encore La théorie de la reconnaissance, un modèle critique pour l'éducation, point d'interrogation, paru en 2015. Donc, Alain Patrick Olivier, vous avez choisi d'aborder l'actualité du thème dans la théorie critique, notamment à partir des travaux en cours d'Axel Honneth. Oui, je vous remercie Sylvie Colombani pour cette présentation. Effectivement, je voudrais préciser quelques enjeux du débat autour de la philosophie avec les enfants aujourd'hui, du point de vue de la théorie critique, du point de vue des questions d'émancipation et de reconnaissance. Nous devions accueillir Axel Honneth, notre collègue de l'Université Columbia, qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous comme c'était prévu cette année, mais il nous a envoyé deux textes qu'il vient de publier récemment, un entretien sur la philosophie avec les enfants, et puis un article sur l'utilité des sciences humaines, justement, en particulier pour l'éducation, donc contre cette idée que les sciences humaines seraient un luxe. Axel Honneth représente aujourd'hui cette tradition de l'école de Francfort, de la théorie critique, après Théodore Adorno, dans laquelle s'inscrit également notre collègue Hartmut Rosa, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, et qui d'ailleurs, dans son ouvrage Résonance, consacre un chapitre à la question de l'école. Alors, ce qui est remarquable, effectivement, c'est que la philosophie avec les enfants devient, en Allemagne et puis dans le monde, une question pour la théorie critique. On assiste à une reconnaissance par la philosophie de la philosophie avec les enfants. Certes, Honneth, par exemple, ne pratique pas la philosophie avec les enfants, mais il fait de l'éducation et de l'enfance un objet de sa préoccupation. Alors pourquoi cet intérêt de la philosophie pour la philosophie avec les enfants? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, et c'est que la philosophie avec les enfants parle par définition de trois choses. Cela parle de la philosophie, et au sens large, au sens de l'orientation dans le monde, du rapport au monde. Cela parle également de l'enfance, donc des enfants qui vont à l'école ou des enfants en dehors de l'école. Et puis, ça parle aussi d'une forme de l'avec, philosophie avec les enfants, et cet avec est aussi important que les deux autres termes, c'est-à-dire ça parle de l'être l'un avec l'autre. Cet avec indique une forme donc de relation entre des individus, des adultes et des enfants, des formateurs ou des professeurs et puis des élèves,
une forme potentiellement de coopération, en tous les cas, d'être avec, de se rapporter à soi ou de se rapporter aux autres. C'est une forme de relation que l'on peut interroger comme une relation de reconnaissance mutuelle, une relation de résonance peut-être, aussi une relation d'aliénation, mais aussi comme une relation d'émancipation. Cette relation est porteuse d'un enjeu politique, au sens où elle peut être décrite ou non comme un moment d'apprentissage de la démocratie, du fait même de cette notion de coopération. En tous les cas, il y a un enjeu pour la démocratie dans cette question de l'AVEC. Honneth a déjà montré précédemment l'importance de la philosophie de l'éducation pour la philosophie, pour la théorie de la démocratie. Selon lui, il n'y a pas de philosophie politique sans philosophie de l'éducation, de même qu'il n'y a pas de philosophie de l'éducation sans philosophie politique. Alors la première idée que je retiens peut-être pour le débat dans l'entretien de Honneth sur la philosophie avec les enfants, c'est la définition du philosophe. Qu'est-ce qui fait la différence finalement entre un enfant qui est philosophe et celui qui écrit un ouvrage de philosophie, comme Honneth par exemple, quand il écrit La lutte pour la reconnaissance, ou Hartmut Rosa lorsqu'il écrit Résonance, ou lorsque nous tous, voilà, philosophes assis autour de cette table, publions articles et ouvrages. Parce que si tout le monde est philosophe, même les enfants à l'école maternelle, est-ce que cela signifie que nous philosophons tous de la même façon? Est-ce qu'il n'y a aucune spécificité de ce fait pour le philosophe de profession? Le philosophe de profession aujourd'hui en France, c'est l'enseignant de philosophie, celui qui enseigne dans un lycée ou dans une université, qui a fait des études de philosophie, qui possède des titres et des diplômes. Mais cette définition ne va pas de soi. On peut considérer aussi, comme Adorno, que c'est plutôt en échappant à l'éducation scolaire et universitaire que l'on peut avoir une chance d'être philosophe. L'éducation académique, il faut aussi faire cette hypothèse, pourrait également nous éloigner de la philosophie autant qu'elle nous y mène. La philosophie avec les enfants pose donc cette question importante. Est-ce que ce sont les enfants qui sont philosophes, et pas nous, les philosophes de profession, les enseignants de philosophie? Faut-il retrouver chez eux le sens des questions philosophiques? Honneth, dans son texte sur les sciences humaines, imagine un processus de formation d'un enfant, enfin, d'une petite fille, qui grandit de la maternelle jusqu'au baccalauréat, en se demandant quel peut être le rapport des sciences humaines et de la philosophie à son développement. Voilà, quelle serait l'utilité des sciences humaines au développement de cette petite fille. Alors pour lui, il y a 3 stades philosophiques dans ce développement. Il y a d'abord un stade où l'enfant s'approprie les idées de son environnement, où elles sont communiquées à l'enfant. C'est de la philosophie, mais dans un sens primitif ou élémentaire. Apprendre avec des lectures à faire des distinctions, des raisonnements. Il y a une continuité ici avec l'environnement, avec le monde naturel et social, dont on s'approprie les idées et les valeurs. Ensuite, il y a un deuxième stade où l'on se confronte à de l'altérité, en particulier à travers la lecture des œuvres littéraires. Donc on introduit de l'étrangeté, de la différenciation. C'est un stade, dit Honneth, du philosophé littéraire, mais ce philosophé littéraire ne s'écarte pas du sens commun. Et puis, il y a un troisième moment, celui de l'activité philosophique au sens strict, qui n'interviendrait donc qu'à partir du moment où l'on se confronte aux œuvres écrites des philosophes de profession. Honneth cite les philosophes qui l'ont marqué dans sa génération, qui étaient pour lui Jean-Paul Sartre et Bertrand Russell. Et ces philosophes interrogent les représentations ordinaires, donc c'est là, on pourrait dire, que s'opère une rupture épistémologique. On s'aperçoit donc que la philosophie n'est pas tellement définie par Honneth comme une pratique du concept, de la maîtrise du concept, ou qui consisterait à faire des opérations conceptuelles ou des différenciations conceptuelles. Elle n'est pas non plus une faculté de lire
des textes en tant que tels, même si cette dimension est tout à fait essentielle, et il faut la souligner aussi ici à la Bibliothèque nationale de France, mais la philosophie est définie plutôt comme une capacité de remettre en question les choses, les préjugés. Honnête actualise ainsi la conception critique de la philosophie qui vient des Lumières et sans doute aussi de Descartes, la remise en cause des préjugés par opposition à la pratique traditionnelle de la philosophie et par opposition à la pratique scolastique de la philosophie. Donc on s'aperçoit que pour lui, cette rencontre avec les œuvres des philosophes de profession est inséparable d'une rupture avec la pensée présente dans l'environnement de l'enfant ou de l'adulte. Ça implique une certaine forme de retrait, de mise en question, de doute, de skepsis à l'égard du monde environnant et des représentations courantes dans notre monde, donc que ce soit celui de la famille, des médias, des pairs même, et également de l'école. Alors ça pourrait correspondre au moment de l'émancipation, du penser par soi-même. Mais Honnête n'emploie pas volontiers ce terme d'émancipation. Il est un peu sceptique, justement, et s'en explique. C'est que l'émancipation, pour lui, est un concept ambigu. Cela fait référence à la philosophie des Lumières, à Immanuel Kant, certes, mais dans ce cas, on a tendance à comprendre l'émancipation comme un apprentissage de l'autonomie, et à considérer l'autonomie comme la faculté, certes, pour le sujet de penser par lui-même, mais aussi de s'isoler dans une perspective individuelle, la perspective d'une conscience autarcique, donc d'une conscience qui pourrait exister sans les autres. Honnête oppose donc à cela la liberté sociale, le fait de coopérer, l'idée que la liberté ne procède pas d'une absence de soumission de l'individu à une tutelle, mais d'une forme de coopération entre les individus, par exemple entre des individus égaux, entre des pairs. Alors, donc c'est un premier point sur la philosophie. Et le deuxième point qui me semble intéressant concerne l'enfance dont on parlait. Donc cette conception de la philosophie et de l'émancipation pose la question de la capacité donc, des enfants à philosopher sur le talent philosophique des petits-enfants. D'après cette conception, il semble qu'il n'y ait effectivement pas beaucoup de place pour une philosophie véritable avec les enfants. De fait, Honnête ne considère pas les enfants comme des petits philosophes. Mais il est attentif à cette question de l'enfance en rapport avec les sciences humaines et la philosophie. Ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que la question de l'apprentissage de la philosophie, de la conceptualité, n'est pas détachée des questions relatives à la dimension affective. S'il n'est peut-être pas exact de définir l'enfant à partir de la prédominance des instincts sexuels, comme Sigmund Freud, du moins on ne peut pas non plus éluder la question des énergies émotionnelles. Il n'est pas possible non plus de définir un enfant par ses facultés purement cognitives, donc de l'appréhender comme un sujet entièrement rationnel, comme un sujet connaissant, ou au contraire porteur de déficit cognitif par rapport aux adultes. Il y a ici un débat avec Piaget sur ce point et un rapport à la psychanalyse. D'ailleurs, remarque Honnête, ce qui nous charme dans les enfants, c'est précisément leur spontanéité, leur capacité d'imagination, leur faculté de prendre parti. D'un autre côté, il faut bien admettre aussi qu'on attend d'eux des attitudes morales ou rationnelles, qu'ils apprennent à respecter des règles. Ils doivent aussi apprendre à endurer la frustration, etc. Honnête refuse de penser l'éducation du seul point de vue des adultes et de l'attente des adultes, mais en même temps, on est obligé de le prendre en considération. On ne peut pas non plus complètement y renoncer, à commencer par cette attente que peuvent avoir les adultes, que les enfants fassent de la philosophie. Parce que finalement, c'est nous qui trouvons que la philosophie avec les enfants est quelque chose d'important pour les enfants. C'est peut-être d'ailleurs un désir d'adulte, même si ça peut rejoindre un besoin de l'enfant. Donc il y a là deux exigences contradictoires que nous pouvons avoir à l'égard des enfants. La question de la philosophie avec les enfants permet précisément de penser ces deux aspects. Enfin, je voudrais conclure avec cette question de l'AVEC.
la pratique de la philosophie avec les enfants, c'est une pratique du débat démocratique, une façon d'être ensemble, de se rapporter l'un à l'autre, de coopérer. Honnête critique la conception dominante suivant laquelle l'éducation devrait être pensée en termes d'emploi, de compétition, d'adaptation au marché du travail en particulier. Il considère que l'élément essentiel, c'est de penser en termes de je et de tu, et non pas seulement en termes de je. L'alternative est pour lui entre un mode démocratique de coopération et un mode individualiste qui serait plus présent dans le contexte ou dans l'esprit néolibéral du capitalisme actuel. L'enjeu dans le débat avec les enfants, c'est donc la pratique de la philosophie comme un modèle possible du débat démocratique, enfin, du débat public et de l'apprentissage du mode de vie démocratique. Cela vaut spécialement de la pratique de la philosophie et de la recherche dans les universités qui sont pour Honnête des modèles de ce mode de vie démocratique. La question ouverte est de savoir si c'est bien le cas et puis si on peut transposer aussi ce modèle à l'école maternelle. Enfin, entre autres questions, je pense que soulèvent ces analyses d'Axel Honneth. Voilà, je vous remercie.